Nous sommes le 12 août 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Nyabenda Pascal s'exprimant sur la décision prise par le Sénarède de rentrer au Burundi. Il affirme que ceux qui vont rentrer alors qu'ils sont sous mandat d'arrêt international seront remis entre les mains de la justice. Encore des personnes assassinées et arrêtées arbitrairement au Burundi, selon le rapport hebdomadaire de SOS Torture. Dans ce journal, on va suivre l'émission Au cœur de la société en synergie des médias qui va nous parler aujourd'hui du virus d'Ebola. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, page politique. Pour commencer, nombreux réagissent sur la décision prise par le Sénarède de participer dans les élections de 2020. Pascal Nyabenda, le président de l'Assemblée nationale, affirme que celui ou celle qui veut rentrer alors qu'il a voulu renverser le pouvoir en 2015, celui-là sera remis devant la justice. Écoutez. Pour ceux qui ont fui par peur, qui ont laissé leur maison, applaudissez notre président, lui qui sans cesse leur demande de rentrer, de venir bâtir notre pays, de venir préparer les élections ensemble. Alors, ceux qui ne s'accusent de rien, qui ne sont pas recherchés par la justice, sont invités de rentrer. Même nous les représentants du pays, quand on élabore les lois, on pense à eux. On élabore les lois qui peuvent les aider. Nous aussi, nous les invitons de venir bâtir ensemble notre pays pour son avenir. Mais toi qui sais que tu es recherché par la justice, toi qui sais que tu as voulu renverser le pouvoir le 13 mai 2015 et que tu as échoué, tu te dis que tu veux rentrer. Personne ne pourra t'empêcher de rentrer dans ton pays. Mais sache que tu es différent de celui qui a fui par peur. Toi, tu seras remis directement devant la justice. Comprenez bien, ne pense pas qu'il y aura une amnistie générale. Renverser le pouvoir, c'est un pur péché puni par la loi. kurondera gutembagaza ubutegetsi ni icaha gikomeye gihanwa n'amategeko. Page sécurité, 4 personnes tuées et 5 arrêtées arbitrairement durant la semaine passée. Nous le trouvons dans le rapport de SOS Torture Burundi. Aimé Kwizera, chargé de la communication au sein de cette association, indique que 3 personnes sur les 4 assassinées n'ont pas été identifiées car les criminels les ont tout de suite enterrés. Dans le rapport de SOS Torture de cette semaine, nous déplorons la perte de 4 vies humaines, dont 3 non identifiés ont été retrouvés sans vie dans la forêt de la Kibira sur la colline de Rama, en commune de Bukinanyana, en province de Chibitoki, en date du 8 août 2019. Compte tenu des cas déjà enregistrés des personnes qui sont assassinées et dont les corps se retrouvent dans des parcs, dans des forêts ou bien dans des rivières et des lacs, SOS Torture continue à déplorer que les autorités s'empressent à enterrer les victimes au lieu de faire des enquêtes minutieuses pour pouvoir déterminer les victimes, les mobiles de ces assassinats, mais également les auteurs pour que la justice puisse travailler sur ces cas. Cet état de fait ouvre à d'autres criminels la voie d'échapper indéfiniment à la justice tout en poursuivant sans crainte leur sale boulot. La 4e victime a succombé aux actes de torture qui lui ont été infligés par des agents de la police nationale du Burundi au chef-lieu de la commune de Gihanga, en province de Bubanza. C'était en date du 3 août 2019, lorsqu'il était interpellé en cours de route alors qu'il rentrait chez lui. Au cours de cette même période, SOS Torture Burundi a relevé 5 cas d'arrestation arbitraire de 4 jeunes qui ont été arrêtés en province de Bururi, en commune de Mugamba, par des agents de la FDN après une fouille et perquisition en violation de l'article 123 du Code de procédure pénale qui détermine qui peuvent procéder à des visites et des perquisitions au domicile ou à la résidence d'un prévenu, ainsi que les dispositions de l'article 154 du même code qui précise les règles de base pour pouvoir fonder une arrestation ou bien une détention préventive. Et SOS Torture Burundi est également préoccupé par des cas d'intolérance politique qui continuent à être signalés dans de nombreux coins du pays, présageant un climat ou une période électorale tendue.
Sur la page droits de l'homme, dans son objectif de dénonciation des violations des droits des prisonniers politiques à travers une lenteur démesurée dans le traitement des dossiers judiciaires, ACAT Burundi vient de sortir une déclaration à travers laquelle elle montre les irrégularités qui ont caractérisé l'affaire des militaires et policiers poursuivis dans le dossier d'assassinat du général Adolphe Nshimirimana. Écoutez Jean-Claude Niburumunsi pour l'ACAT Burundi. Les prévenus sont le caporal-chef Alexis Sebahene, le caporal-chef Ernest Nyabenda, l'adjudant Sengiumba, le caporal-chef Jean-Claude Muhimundu, la PC Mathias Miburo, APC Philbert Nyonhuru et l'adjudant Kado Virumugisha. Tous sont issus de l'ancienne armée régulière appelée Forces armées burundaises au moment des hostilités qui les opposaient aux anciens mouvements rebelles. Au service national de renseignement, ils ont subi des atrocités au moment de l'interrogatoire sans assistance d'un avocat. Les prévenus ont comparé devant le magistrat du parquet. Et leur interrogatoire, ils ont été retournés au cachot du service national de renseignement. En date du 4 septembre 2015, les prévenus ont été transférés à la prison de Gitega. Et au mois de novembre 2015, une chambre de conseil a été organisée par le tribunal de grande instance à mairie de Bujumbura. Celui-ci a confirmé la détention des prévenus, tout en soulignant aussi que la chambre de conseil qui devrait intervenir dans la quinzaine a compté de la date de la délivrance du mandat d'arrêt. Plusieurs audiences ont été organisées. L'affaire a été prise en délibéré le 11 octobre 2016. Au moment où les prévenus attendaient un jugement, le tribunal de grande instance en mairie de Bujumbura a prononcé un jugement de réouverture des débats pour permettre au ministère public de continuer les enquêtes, étant donné qu'il s'était avéré au cours des plaidoiries que le ministère public était à court d'arguments, ce qui devrait être bénéfique aux prévenus et être acquitté dans cette affaire. Plusieurs irrégularités ont été constatées. On peut citer par exemple l'absence d'un procès équitable. Il s'est manifesté pendant la procédure que les prévenus n'ont pas été assistés. On peut citer comme irrégularité délai déraisonnable dans le traitement du dossier. Depuis leur arrestation, soit en août 2015, on peut compter plus de 4 ans et le dossier reste pendant devant la juridiction de premier degré, à savoir le tribunal de grande instance. Nous demandons à la justice burundaise de veiller au respect de la loi. Page économie pour poursuivre ce journal. La richesse de certains pays africains s'achemine vers les pays de l'étranger via les cadres du gouvernement qui ont des comptes à l'étranger. Les bénéficiaires devraient payer les taxes qui, pour conséquent, aident le gouvernement dans les projets de développement tels les infrastructures et autres. C'était une étude faite par professeur Leonidas Ndikumana, expert économiste. La richesse de certains pays africains et d'autres pays en voie de développement, parfois elle s'achemine vers d'autres pays étrangers sans aucune procédure légale. C'est une perte énorme pour le gouvernement, pour les gens qui ont des comptes à l'étranger, car les bénéficiaires ne paient pas de taxes. Il faut savoir que c'est dans cette monnaie, ici des taxes, que le gouvernement donne l'emploi, construit les infrastructures, etc. Je voulais dire avant tout que ces gens qui ont des comptes à l'étranger ne sont pas tous des commerçants. Parfois, ce sont des hauts cadres du gouvernement responsables du trésor public. Au lieu d'aider le gouvernement, ils préfèrent s'agir eux-mêmes en utilisant les fonds qu'ils ne méritent pas. Ils ne peuvent pas même justifier d'où proviennent leurs richesses. C'est pour cela qu'ils aillent cacher les trésors à l'étranger. On trouve même que certains pays ne se donnent pas la peine de vérifier s'ils détiennent ces comptes dans une voie légale. C'est comme ça qu'ils gagnent la clientèle. Pour dire que c'est un grand défi pour le continent africain, ses besoins sont toujours énormes. Et enfin, pour clore ce journal, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit et présenté en synergie des médias par la RPA, Nzamba et la TV Renaissance. Aujourd'hui, nous vous parlerons du virus d'Ebola qui préoccupe notre sous-région et le monde entier actuellement. Le mini-magazine vous est présenté par Émile Nibasumba et Parfait Moudassikane.
plus de 1700 décès au bout d'une année seulement en République démocratique du Congo à cause d'Ebola. Le virus peut également franchir les frontières des pays voisins de la RDC si les autorités ne sont pas vigilantes. Nous nous sommes entretenus avec deux docteurs en burundais et en congolais pour en savoir plus sur les voies de contamination et les moyens de prévention. Bienvenue dans la rubrique Au cœur de la société de ce 10 août 2019, présenté par Émile Niwasumba et Parfait Moudasigana. Présent en Afrique depuis les années 1970, le virus d'Ebola vient d'être déclaré par les Nations Unies urgence sanitaire mondiale. N'est-ce pas Thierry Bigradavzi? Ebola, une terrible maladie devenue une préoccupation mondiale. Depuis août 2018 jusqu'au mois de juillet cette année, l'OMS a recensé plus de 2500 cas d'Ebola et plus de 1750 personnes en sont mortes. Le 16 juillet de cette année, l'Organisation mondiale de la santé OMS a décidé de déclarer l'épidémie d'Ebola une urgence sanitaire mondiale. Cette mesure a été prise après qu'Ebola ait franchi ce qui a été appelé ligne rouge. Le taux de létalité est environ 50%. Mais au cours de la flambée précédente en Afrique de l'Ouest, l'OMS estimait les flambées de 25% à 90%. Le virus d'Ebola a sévi en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016. À cette époque, la flambée avait une particularité de s'être propagée d'un pays à l'autre, partant de la Guinée pour toucher la Sierra Leone et le Libéria. La maladie à virus Ebola est apparue pour la première fois en 1996 lors de des flambées simultanées en Zara, Sud-Soudan aujourd'hui, et à Yambkou. Yambkou est une localité près de la rivière Ebola. C'est celle-ci qui a donné son nom à la maladie. On pense que les chauves-souris sont les hôtes naturels de ce virus. Celui-ci s'introduit dans la population humaine après un contact étroit avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques d'animaux infectés comme des chimpanzés, des gorilles, des chauves-souris frugivores, des antilopes des bois ou des pôles épiques retrouvés malades ou morts dans la forêt tropicale. À part la contamination de l'homme par l'animal, le virus d'Ebola se transmet également d'homme à homme. C'est pourquoi nous avons demandé au docteur Yves-Laurent Wizimana de nous parler d'autres voies de contamination de ce virus. Le virus à Ebola se transmet plus souvent via donc le sang ou les fluides, notamment la salive, le sperme, ou les salives, le sperme, le vomissement, ou tout simplement les selles, mais aussi si une personne est en contact avec un cas Ebola confirmé. C'est là où le virus à Ebola se transmet. Comment la population peut-elle alors se comporter pour éviter ce virus? Se laver les mains avec du savon. Deuxièmement, deuxième volet, c'est la prévention. C'est-à-dire la prévention passe par le voyage. Tout cas de voyage vers le Congo, il faut alors que certaines personnes limitent les voyages vers le Congo parce que c'est déjà une région à épidémie. Troisièmement, c'est faire donc le vaccin. Le vaccin a montré même une efficacité au niveau, par exemple, au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone. Et l'autre volet, c'est la communication. C'est-à-dire la communication passe par la population, c'est-à-dire de bas vers le haut. C'est-à-dire, si vous retrouvez un cas à virus à Ebola, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui informer? Où informer? Et comment transporter ce cas à virus à Ebola? Ça, ce sont des choses très importantes. Et aussi, donc, il faut alors vacciner toute personne ou la population à risque. C'est-à-dire que toute la région qui est frontalière avec le Congo, il faut alors vacciner le personnel médical et la population. En ce qui concerne le vaccin, les professionnels de santé sont principalement favorisés pour le moment. Mais une personne vaccinée doit adopter les mêmes règles d'hygiène que les autres. C'est ce qu'explique un docteur congolais, Sophonie Kiakimwa, médecin directrice adjointe du centre de traitement Ebola de Butembo au Nord Kivu. Si vous êtes vacciné, vous pouvez faire Ebola. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous devez aussi ne pas respecter les mesures d'hygiène. Donc, on ne veut pas se dire que quand vous êtes vacciné, alors vous ne pouvez plus faire la maladie. Non, vous allez la faire, mais comme vous avez déjà renforcé votre immunité, je peux me dire, et c'est comme ça que même si vous la développez, si vous venez à l'hôpital bien avant le temps, vous pouvez gagner votre vie. Les organisations onusiennes et certains experts classent le Burundi parmi les pays à risque en ce qui concerne la maladie à virus d'Ebola.
Quelles sont les mesures de précaution mises en place pour éviter que le virus Ebola ne franchisse le territoire burundais? La réponse, c'est dans le mini-magazine de la semaine prochaine. Emile Niwasumba et Parfait Mdasigana. Nous vous disons à la prochaine. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.